Mesdames et messieurs, distingués invités, chacun en vos titres et qualités, mon nom est Blaise Mbachi, je suis expert comptable, membre de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, et j'exerce mes activités au sein du cabinet BMCG Management Consultant, dont je suis l'associé gérant et le fondateur. Bien entendu, c'est un immense plaisir pour moi de modérer ce panel de haut niveau dont le thème est investissement, développement et relance. Quelles réactions, quelles évolutions, quels outils et quelles stratégies pour faire face aux crises actuelles. Je remercie ainsi chaleureusement l'Institut Amadeus pour cette belle initiative de ce forum qui offre un cadre d'échange idéal afin de poser toutes les dimensions de cette problématique. Alors, sans pouvoir dire qu'elle est maintenant totalement derrière nous, la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a engendré une récession qui a pourtant fait place à un rebond rapide, faisant d'abord penser à une reprise solide de l'économie mondiale. Cependant, des poussées inflationnistes sous-jacentes, notamment dues à la perturbation des équilibres entre l'offre et la demande au sortir de la pandémie, sont désormais exacerbées par le conflit russo-ukrainien. Cette guerre apparaît donc comme un révélateur et un amplificateur de tendances économiques antérieures à son déclenchement. À lui seul, ce conflit fait peser des risques mondiaux importants en matière de sécurité alimentaire et énergétique. Le conflit génère également un impact particulièrement négatif sur le prix et sur le prix des matières premières. Le retour d'une inflation généralisée conduit à un durcissement de la politique monétaire dans la plupart des pays. Tablant d'abord sur un phénomène transitoire en 2021, les banques centrales doivent faire face à une persistance de l'inflation qui a atteint en juin 2022 9,1% aux États-Unis, 8,6% dans la zone euro et 7,5% dans l'UMOA. Inéluctablement, le resserrement des conditions monétaires aura des conséquences sur les marchés financiers. Spécifiquement, les pays en voie de développement qui sont endettés en devises étrangères risquent de se retrouver dans des positions particulièrement vulnérables. Dans ces pays, cet endettement en devises étrangères représente aujourd'hui 25% de la dette publique contre 15% en 2009. Ce contexte mondial contribue donc à créer un climat défavorable pour l'investissement. Néanmoins, il est important de relancer une trajectoire économique durable qui prenne en compte les urgences de court terme que nous venons d'évoquer, mais aussi les enjeux fondamentaux de plus long terme, à l'instar de la transition énergétique, écologique et la connectivité des différents pays africains. Nous avons donc d'une part des pays, des États exposés à des contradictions macroéconomiques et à une redistribution des influences géopolitiques, et d'autre part des entreprises qui doivent résoudre leurs dilemmes industriels et climatiques, et au centre des citoyens à la recherche permanente d'une prospérité qui rime de plus en plus avec le digital et le numérique. Cependant, ces enjeux ne doivent pas occulter les opportunités de remise en question et d'élaboration de nouvelles approches dans une société indéfiniment globale. Alors,
Quels impacts des crises mondiales actuelles sur le climat des investissements en Afrique? Quelle stratégie pour contrer les effets des crises actuelles sur les économies? Et quelle place pour la transition numérique et écologique dans ces stratégies? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos orateurs du jour, dont la diversité des profils devrait nous aider à appréhender ces questions de manière transversale. Alors, après avoir cadré brièvement le sujet, je vais présenter rapidement chacun des orateurs qui s'exprimera dans la langue de son choix, mais une translation simultanée a lieu pour ceux qui en auront besoin. Tout de suite, je vais commencer par Son Excellence M. Riyad Bizou. Vous êtes ministre de l'Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc, qui nous accueille pour ce forum. Vous avez un parcours d'ingénieur. Vous avez occupé plusieurs fonctions dans le secteur privé et dans le secteur public. Vous avez notamment été directeur du budget. Non? Ah, c'est ce que j'avais. Vous avez été directeur des fonderies de plomb de Zelidja, directeur général de Suzuki. Ah, j'ai été directeur de budget. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas la même chose. Et vous avez été directeur de cabinet au ministère de l'Industrie et du Commerce avant d'en prendre vous-même toutes les responsabilités depuis 2 années maintenant. 1 année. D'accord. Donc je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir. Nous avons également Son Excellence Monsieur Hicham Arafat, qui est le président non exécutif de Midbank en Égypte. Monsieur Hicham Arafat a une expérience de 37 ans dans la conception et la gestion des infrastructures de transport, notamment les routes, les tunnels, une expérience qu'il a exercée en Égypte, dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et il a également été ministre des Transports de son pays entre 2017 et 2019. Je vous demande de l'applaudir également. À ses côtés, Monsieur Jean Van Wetter, le directeur général de Enabel, qui est l'agence belge de coopération au développement. Monsieur Van Wetter, vous avez une expérience dans le secteur de la coopération internationale depuis une 20aine d'années. Avant ça, vous avez également été dans le secteur privé comme consultant pour Arthur Andersen et Deloitte. Voilà. Je vous demande également de l'applaudir. Ensuite, Monsieur Ekenemi qui est le fondateur de la société ACOE, une société de conseil qui offre des solutions en matière de stratégie, de relations gouvernementales et d'affaires publiques. Vous êtes un expert en développement économique et relations internationales. Vous avez un profil très varié qui allie également les relations gouvernementales et le secteur privé, puisque vous avez notamment travaillé pour des questions financières d'amélioration de la performance pour le pétrolier British Petroleum, et vous avez fait vos études d'ingénieur à l'université du Michigan et à Wharton. Et enfin, Monsieur Liban Soleiman, bonjour. On a été très très heureux de vous accueillir au vu de votre profil très divers. Vous avez eu l'occasion de travailler dans plusieurs pays. Tout d'abord au Gabon, où vous avez travaillé à l'élaboration du plan d'émergence pour le Gabon, dont vous avez été la cheville ouvrière, et vous êtes aujourd'hui membre du Rwanda Development Board, où vous apportez votre expertise en matière de stratégie et d'attraction des investissements étrangers. Je vous remercie pour votre présence et je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Alors, on va commencer par l'hôte qui nous accueille. Excellent Monsieur le Ministre,
la stratégie de développement du Maroc est le fruit d'une feuille de route élaborée depuis 2005 déjà, dans le cadre d'un plan d'émergence qui a depuis fait l'objet de différentes adaptations dans la continuité. Ça s'est transformé en 2009 par le Pacte national de l'émergence. Alors, cette trajectoire qui a été tracée et dont on voit très clairement les résultats, est-ce qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui et est-ce qu'elle a été impactée par les récentes crises? Grande question. Grande question. Je vous remercie d'abord. Je remercie Medez pour nous offrir l'opportunité d'échanger sur le sujet. D'abord, cette stratégie est une stratégie effectivement qui a été bâtie dans la continuité, qui a été bâtie pierre par pierre et qui aujourd'hui s'avère extrêmement efficace. Parce que c'est une stratégie qui a été bâtie sur les opportunités qui étaient offertes au Maroc au niveau industriel et on a saisi les opportunités. Rappelez-vous, à l'époque, la Chine était l'usine du monde, elle est toujours un peu. Et on avait des marchés à adresser, des opportunités à saisir dans le textile, par exemple, dans le réassort et le fait de pouvoir livrer en petite quantité rapidement, pouvoir livrer aussi des véhicules d'entrée de gamme à des prix extrêmement compétitifs au marché européen, etc. Donc on a essayé de déterminer quelles étaient nos opportunités. Et finalement, c'est toujours la même vision et la même stratégie qu'on met en place. Comme on dit, never waste a crisis. Ne jamais gâcher une crise. Alors, il y en a 3 aujourd'hui. Et donc, autant d'opportunités à saisir. Aujourd'hui, on est dans une crise climatique qu'on connaît depuis un moment et qui est encore de plus en plus prégnante, et d'autant plus prégnante dans notre pays au niveau de la rareté des ressources hydriques. On est dans une crise ou post-crise sanitaire qui a révélé les faiblesses, et notamment les faiblesses industrielles de beaucoup de pays, dans des grands pays industriels, et puis on rentre dans une crise issue de la guerre en Ukraine ou pas. La guerre en Ukraine a été le catalyseur, mais plutôt une crise que j'appellerais la crise de la stagflation, avec une stagnation de la croissance et une inflation qui explose. Alors, qu'est-ce que ça ouvre comme opportunité, tout ça? Ça en ouvre énormément, en fonction de notre positionnement. En tant que pays du continent, et pays qui cherchent des opportunités, qui cherchent des positionnements, on a un redimensionnement géopolitique. Ça veut dire quoi? C'est une redistribution des cartes, ou qu'on appelle nearshoring, qu'on commence à appeler même friendshoring, ça veut dire on veut s'approvisionner auprès de pays proches et pays amis. Alors amis, pourquoi? Parce qu'on a vu des batailles dans les aéroports pour s'arracher des masques, pour s'arracher des médicaments. C'était encore il y a 2 ans, hein, c'était pas il y a longtemps. Et on se rend compte qu'on ne sait même pas faire des médicaments qui nous permettent d'atténuer la douleur ou de réagir au moindre petit problème, au moindre petit pépin que nous pouvons avoir au niveau santé et encore plus au niveau alimentaire, etc. Donc on essaie de créer cette nouvelle forme de souveraineté qui est une souveraineté 2.0. Avant, les souverainetés étaient nationales. Maintenant, les souverainetés sont entre pays amis qui mettent en place des stratégies pour pouvoir répondre à leurs besoins ou à la plupart de leurs besoins. Et la crise ukrainienne en est le principal révélateur. Alors, comme par hasard, c'était difficile à comprendre. L'Ukraine est devenue et la Russie sont devenus les principaux producteurs d'énergie, les principaux producteurs d'alimentation, et on dirait qu'on ne produit rien ailleurs. C'est quand même incroyable. Et tout cela n'est que le révélateur d'une politique qui a servi aussi le rebond. Alors le rebond était rapide, mais le rebond était dû à une politique monétaire extrêmement agressive, du quantitative easing à tout va, de l'hélicoptère monnaie partout, ce qui était normal. On avait besoin de répondre à certaines urgences sociales, mais un jour ou l'autre, de toute façon, on savait bien que la facture allait arriver et qu'il fallait le payer. On est en train de commencer à le payer, et la crise ukrainienne n'en a été que le révélateur et l'accélérateur. Alors, dans
tout ce contexte, auquel on ne peut pas grand-chose, en tant que pays en voie de développement, en tout cas, on n'est pas forcément assis à la table des décideurs et des grandes orientations économiques. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit se positionner de manière opportuniste pour essayer de saisir et d'arracher le maximum. Et c'est ce que nous essayons de faire. Alors, au Maroc, on a été extrêmement agile, on a été extrêmement opportuniste aussi pour saisir énormément d'investissements, et on n'a jamais été aussi attractif qu'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Quand nos économistes font leur projet de loi de finances chez nous, alors ils regardent la demande adressée au pays, comme notre principal marché d'exportation, c'est l'Union européenne. Ils se disent, oui, il y a une sorte de récession, il y a un gros problème. Et je leur donne une analyse un peu contraire. Je leur dis, par exemple, sur l'automobile, qui est notre premier ou notre deuxième secteur exportateur, l'Europe, le marché européen, a baissé de 26%. Et mes exportations de véhicules ont augmenté de 50%. Donc ça veut dire qu'on a une demande très particulière. On a réussi à s'adapter à la perte de pouvoir d'achat, on a réussi à s'adapter aux nouvelles formes de mobilité. Et c'est exactement ça qu'on doit saisir ensemble. Il y a des opportunités partout. Soit on essaye et on se positionne dans la réflexion de c'est le contexte, c'est compliqué, ça va être difficile, c'est pas grave, on va subir. Soit on se dit tiens, là, il y a une crise. Là, il y a une opportunité. Pour l'Afrique, c'est exceptionnel ce qui se passe avec ces transitions numériques et énergétiques. Ce sont des transitions qui nous permettent de gagner, allez, 60-70 ans de développement. Le numérique nous permet d'avoir un accès universel au savoir alors qu'on avait des difficultés à transmettre le savoir. On est dans des écoles, dans des modes d'enseignement nouveaux, où il n'y a plus besoin de diplôme, de certification, on est dans même de professeurs, on est dans le peer-to-peer learning, on apprend des langues avec des applications, on apprend à coder, vous avez vu les nouvelles écoles, on en a 3, et on va en avoir bientôt 15 de coding, où il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de requête, etc. On a accès au savoir universel grâce au numérique. Ce petit appareil contient toute la connaissance, ou donne accès à toute la connaissance de l'humanité. C'est exceptionnel pour un continent qui était en train de construire ses infrastructures. Et avec la transition énergétique, on a accès à l'énergie de laquelle on a besoin sans avoir besoin de construire des infrastructures monstrueuses. On est dans le décentralisé. Et ça va aller encore plus loin avec tout ce qui est logistique, etc. Et donc, ce sont des opportunités fabuleuses. Fabuleuses, infinies, qui ouvrent des portes, si tant est qu'on vienne les saisir, si tant est qu'on ait l'ambition et la volonté. Et vous voyez que nos pays qui ont cette ambition, qui se mobilisent fortement pour essayer d'accélérer leur développement, arrivent à les saisir. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de moyens. Ce n'est plus une question de moyens. Le développement n'est plus une question de moyens. Ça devient une question d'ambition. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse très claire. Je vais rebondir sur votre question pour m'adresser à son Excellence, monsieur Hicham Arafat. Monsieur Mezour a parlé de 3 crises. Il a parlé de la crise climatique, de la crise sanitaire et de la crise économique. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que sont, selon vous, les racines de cette crise? Pourquoi est-ce que ces crises arrivent? Et est-ce que ces crises sont-elles en train d'apparaître parce que nous arrivons à la fin d'un modèle de développement qu'il faut réinventer? Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thanks a lot for the kind invitation that I have received from Morocco to attend this nice forum. Thanks a lot for Mr. Riyad Marzou and for my colleagues to participate with them in this kind of event. First of all, after I heard, of course, the nice speak of His Excellency Mr. Riyad, coming back to the root cause of the crisis that we are facing nowadays, I think
I'd like to say something which I used to say before, that neighborhood is very critical and very crucial for the house. The neighborhood always, good neighborhood always enhances the house. What we are living presently, we are living in a challenge neighborhood. This challenge neighborhood came from or emerged from the developed countries, especially the G7 group. The G7 group. I'd like if we have a quick glimpse about the circumstances that have occurred the last 5 weeks. I want to remind everybody how often did the G7 group have faced the following. They are facing now a disordered collapse of currencies. They are facing now a disorder increase in the yields. This is what are the G7 now facing. They are facing now a kind of public reprimand from the IMF. They are receiving always, since the last 5 months, a continuous warning from the rating agencies. This is what I mean by the challenge, neighborhood. This, of course, affected African continent. It all affected, of course, the Middle East countries. It affected all the underdeveloped or the developing countries. Always, I'd like to say that this always happened only in the last 5 months. And if you focus, it happened in the last 6 weeks. The consequences had happened or rise to the surface in the last 6 weeks. For example, if you see what happened in the United Kingdom, the financial slippage, because they have attempted to reduce the taxes without compensating the revenues. So, of course, they had what we call the financial slippage. Also, in the USA, if we look at the USA, you can find that the Fed or the Federal Reserve in the USA, they are playing a catch up with the inflation. It was mischaracterized before that the inflation is transitory, which is not true, of course. Now they are increasing the inflation, or they are increasing the interest rate to the highest records that we have ever seen in history. This is one of the main root causes of what we are facing now. Many people is looking on the US economy that it will enter recession, and other people is saying that they are undermining. This will undermine the whole financial market all over the globe. I think that if we concentrate on the root cause of that, I think, in my opinion, there are 3 main causes that cause the crisis that we are facing nowadays. The first one is the ability to grow. The ability to grow have changed all over the world now, because now we have gone from a global economy that was lacking demand to a global economy that is lacking enough supply. This the change that happened the last 5 years, not the last 5 months. No, the last 5 years. Especially after the pandemic. The COVID-19 pandemic have created this push hard this phenomenon to the surface. We have a disruption in supply chain, so we are now lacking so much the enough demand all over the globe. This is one of the main reasons, of course. The second one, I think, is the unprecedented inflation that we are facing nowadays. This is the unprecedented inflation that faces the USA and the central banks in Europe to increase the inflation at very high rates, as well as Japan, by the way. They are increasing the interest rates so much. So
the change, this created a change in the global financial system, because before, especially after the crisis of 2008, if you remember, one of the remedies of the 2008 that they have reduced the inflation rate, they have reduced the interest rate all over USA and Europe. Even it was negative in the European community, in the EU. It was negative. And they have pumped a lot of liquid money in the market. So we were speaking about a world that was on debt. We are speaking about a world which was on leverage. Now, when did the inflation arise after the pandemic and after the Ukrainian war? This situation did not continue. So it has to adjust itself. This causes a disruption of the global financial market. This is one. This is the one of, I think, of the main the second one. So I think this crisis that have occurred have the three causes that needs, of course, to be dealt cautiously with, of course, with significant care. It needs to be dealt with agility and resilience. Thank you. Thank you for your very clear answer. Sorry, Mr. Van Wetter, I will switch directly to Mr. Ezichie in order to rebound to the last answer. Mr. Ezichie, in light of the COVID-19 crisis, what are the lessons the African continent can draw regarding the resilience of its own healthcare system, and how can Africa take an active stand rather being passive in the event of a possible new pandemic? Thank you. Okay. Thank you, and great question. First of all, let me thank the government of Morocco and the MEA Days for giving us the opportunity to do this. So I'm going to speak from a perspective of being very practical, right? So from when the COVID-19 crisis happened, we at the Corporate Council in Africa started monitoring the trends to see what the US was doing and what different African countries were doing to sort of curtail the effects. Because one lesson we realized is that there's a cost element to all this. The costs cut across different sectors. Whether you were in the health sector, infrastructure, technology, there was a cost element to it. The second thing about it we realized was that there needed to be stronger public-private partnerships. So one of the things we started doing was we started having more dialogues, hosting more roundtables, even with the government of Morocco and with other places around. How can we do more? How can we scale up our efforts, especially around public-private partnerships, right? And by doing that, it also helped reduce the cost because governments didn't really have a lot of money, but the private sector had skills, capacity, and technology. So it was important to sort of bring this together, and then sort of we can come up with more solutions. The third we realized was the fact that institutions like the African CDC, the African Union, played a strong role in terms of how things were being done across the continent. So one lesson is the importance of institutions like the Africa CDC, the regional institutions, the national health institutions, down to the community institutions. Every single element around this needs to be strengthened. You can't leave it just to the African Union alone. You can't leave it to one government because it affected every single country on the continent. Then the other part we also realized was that there was an over-dependence on imported vaccines, right? So, and that has a cost element to it too, and time. So it means that you probably couldn't get everything you wanted on time. And so we're thankful for countries like Morocco who started doing local production, ramping up local production, even for simple things like masks. And you started seeing more of those trends in Kenya, in Nigeria, in Ghana, in South Africa. So there was an emphasis to start doing more things around local manufacturing. We also realized the importance of healthcare workers. Healthcare workers are so instrumental, especially, and most of them being women. So they played a really strong role in terms of trying to see how they can curtail the spread of COVID-19
and also trying to see how they can reduce it down to a community level. Another thing we also realized from a lesson is that it wasn't a one-size-fits-all solution when you use the word Africa. We also had to realize that the dynamics are different. North Africa, South Africa, West Africa, East Africa, West Central, it's all different. Different languages, different cultures, 40 currencies. So the solutions that people were trying to provide has to be localized down to the community level. The person in Rabat is different from the person down in Kuje or any other places. Why? Because they speak different languages and they may not necessarily understand. And that's where communication comes in. How do you make sure, another lesson is around communication, how do you make sure that what you're communicating there isn't any misinformation? Because you were seeing that in some cases where some vaccines were being destroyed. Why? Because people just didn't really understand, why should I take a vaccine? What's the importance of doing this? So we started seeing trends like this. So what we're really trying to advocate for in terms of how do we prevent this from happening, which is the second part of your question, is we must invest more in preparedness. The primary healthcare systems generally across different African countries are slightly fragile. They're not very strong. And so we need to see how do we do more around making them more sustainable, getting more people to those facilities, and then seeing how they can even get the services that they require in those places. So the primary healthcare system is the bedrock of universal health coverage. So you can't talk about universal health coverage if you don't have a stronger primary healthcare system. So we must get back to the community level and the basics. Then the other part around thinking forward is technology. I realized that 2 years ago, I probably wouldn't be sitting next to the ministers here, right? We'll probably be doing a video conference. We'll probably be having all this virtually, right? So everybody here will probably talk to each other virtually. But now we're here. Why? Because governments like Morocco have taken a proactive step. And at the same time, for those who can be here, there's also a hybrid process. So our learning has changed. Education has changed. So it's not just being here physically. There are people watching this online. So telemedicine becomes really important. Because now I can talk to my doctor without having to step outside my home. That saves me cost, time, and energy, right? And so I think we need to think about how do we do more local manufacturing. Like I mentioned earlier, Morocco is taking the lead on that, and I'm pretty impressed with what they're doing. But we need to figure out how can other countries do more. You know, how do we make sure we even have a stronger health insurance system, which means I have more services within the health insurance I pay for. And then another element too, in terms of thinking forward, is there has to be a stronger social safety net. Because of the impact of COVID, and then to add the Russia-Ukraine crisis to it, there's been an increase in poverty levels. People have become poorer. So if you don't have a stronger safety net, what does that lead to? It leads to more insecurity on the continent. Then you also have the cost of goods and services, which is higher. That means that the water I paid for 2 years ago is much higher than what I'm paying for now. If I'm building a house, it's almost double the price. So these are, and even if I want to buy a car, it's almost double the price. Unless I want to go to an electric car, right? So you have to think about all this. So I think, and the very last thing I would say is, there has to be better remuneration for healthcare workers. We need to pay them more. We can't afford to keep paying them the same salary as you paid them 2 years ago. They're stretched out, they've done so much for us, and they deserve better remuneration. That's my point. Over. Thank you very much. Monsieur Van Meter, je reviens à vous. Monsieur Ezichie a quand même très clairement mis en avant la nécessité que les systèmes, les gouvernements africains soient préparés aux différentes crises, quelles qu'elles soient. Et donc ça va faire appel à plus de technologie, ça va faire appel à plus de production locale. Mais pour arriver à ça, il va falloir que les gens soient éduqués, formés. Quel est l'exemple d'une agence de coopération comme la vôtre dans tout ce qui est aide particulière dans ces relances pour la formation du personnel, l'éducation et plus largement le renforcement des jeunes? Merci, mais premièrement, merci pour l'invitation. Ravi d'être ici à Tanger. Merci à l'Institut Amadeus et au gouvernement du Maroc. Premièrement, je tenais à m'excuser parce qu'on est un panel que d'hommes, donc même si on est diversifié en termes d'expérience, on n'est pas suffisamment diversifié au niveau du genre, donc je tiens à m'excuser pour ça. Voilà.
Voilà, je pense qu'il devait y avoir des femmes dans le panel, mais ça a changé en dernière minute. Oui, effectivement, donc les agences de coopération changent complètement leur manière de travailler. Chez Enable, l'agence belge de développement, il y a 3 ans, on a revu notre stratégie et on n'était plus dans l'idée d'aider des pays à se développer, mais plus de répondre ensemble à des challenges globaux. Et en fait, la crise de Covid a démontré que c'était la manière de faire, et la crise climatique le montre aussi. Et par rapport à ce que son Excellence, M. Mezour, disait sur les 3 crises, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une crise majeure, c'est la crise climatique. Les autres crises sont peut-être plus temporaires, enfin on l'espère, mais la crise du siècle, c'est la crise climatique. Et cette crise-là, on va la résoudre seulement ensemble. Ce n'est pas une crise qui touche que l'Europe ou que l'Afrique, c'est une crise qui touche la planète. Et comme on dit, il n'y a pas de planète B, il n'y en a qu'une, et donc il faut vraiment travailler ensemble. Alors, pour la formation professionnelle et tout ce qui est le capital humain, je crois que la première chose à regarder, c'est pas seulement la formation, et je suis d'accord que c'est important aussi, mais et c'est ce que vous disiez, Monsieur Sichet, c'est le transfert de technologie. J'ai travaillé 6 ans en Chine, et ce que j'ai vu et comment la Chine s'est développée, c'est en étant extrêmement strict sur les règles de propriété des entreprises. Les Chinois ne vont jamais accepter qu'une entreprise étrangère ait la totalité d'une entreprise au niveau local. Il y aura toujours une majorité de l'actionnariat qui est détenue par une entreprise chinoise. Je pense qu'en Afrique, il faut faire la même chose. Et quand il y a des investissements étrangers, s'assurer qu'il y ait une part du capital qui soit détenue localement. C'est la seule manière, je pense, d'avoir un transfert de know-how et un transfert de compétences. Les vaccins à Covid, je crois que c'était mentionné aussi, la dépendance par rapport à l'industrie pharmaceutique et par rapport aux médicaments est clé. Et donc, si on veut avoir une production locale de médicaments, il faut avoir le know-how local, et donc il faut assurer qu'il y ait un transfert de know-how et de compétences, et je pense que c'est possible de le faire. Au niveau de la formation, donc oui, c'est essentiel de former la jeunesse. Vous le savez, enfin, l'Afrique va avoir une population de 3 à 4 milliards d'habitants d'ici la fin de ce siècle. Je pense qu'au-delà de l'enjeu climatique, c'est aussi le prochain gros enjeu, c'est l'enjeu démographique. C'est comment assurer que cette jeunesse ait suffisamment d'opportunités. Parce que s'il n'y a pas suffisamment d'opportunités et suffisamment de formation, un autre enjeu, c'est l'accroissement des inégalités. J'étais tout à fait d'accord avec vous, il y a plein d'opportunités, mais il y a également un risque, c'est un accroissement des inégalités avec ceux qui peuvent bénéficier de la croissance et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier. Alors pour pouvoir combler ces gaps, c'est la formation. Formation, et là je pense qu'il faut adapter nos programmes. Beaucoup de formations professionnelles sont encore faites de manière assez classique et traditionnelle. Il faut évidemment s'adapter aux nouvelles technologies. Il faut, je suis d'accord aussi, le téléphone portable offre, et le virtuel offre des possibilités. La connaissance est disponible, mais rien ne remplace quand même la formation, je dirais, classique, avec des bons enseignants. Et je pense que l'investissement dans l'éducation doit augmenter, et on constate, enfin je donne l'exemple du Congo, que vous connaissez bien. Au Congo, si on veut former l'ensemble de la population, étant donné la croissance démographique, il faudrait construire une école par jour pour pouvoir répondre à la demande de formation. Donc effectivement, on ne peut pas le faire uniquement en formant et en construisant des écoles, donc il faut faire du virtuel. Mais il faut investir beaucoup plus. Et je pense qu'en termes de développement, si je pourrais donner un conseil en termes d'investissement, c'est l'éducation qui a une grosse partie de la solution. Éducation adaptée aux nouvelles technologies. Et éducation aussi aux enjeux, je dirais, c'est pas l'éducation classique, mais aussi l'éducation des jeunes aux enjeux du siècle, de ne pas répéter les erreurs qu'on a pu commettre ces dernières années, et notamment par rapport à l'enjeu climatique, et s'assurer que la croissance future de notre planète se fasse en prenant mieux en compte les enjeux climatiques. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Souleymane, le diagnostic qui vient d'être fait est que nous sommes face à plusieurs crises qui ont différentes formes. Alors,
à long terme et à moyen terme, ces crises offrent des opportunités. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Mais pour le moment, ces crises pèsent sur le climat des investissements en Afrique. Quel est votre point de vue pour garantir un climat qui restera quand même favorable aux investissements directs étrangers dont les pays africains ont besoin? Merci beaucoup. D'abord, I will speak in English because I am here on behalf of the Rwanda Development Board and the Tomorrow Foundation. I would like to say that, yes, crisis, but we could have been pessimistic coming to the Med Days, but some of us took a fast-speed train to come to Tangier. Tangier has one of the largest ports, and from the region around Tangier, Morocco is producing some of the most complex automobile parts and aerospace industry parts. So when I see this, I'm like, wait, are we in Africa? And actually Tangier looks even better than some cities in the south of Europe, right across the ocean. So I would like to congratulate the government of Morocco, and God bless His Highness the King, His Majesty, His soul, for what they have achieved in inspiring us as other African countries. The crisis elements, there's a saying in a Bantu tradition that when the elephants fight, or whether they fight or make love, it's always the grass that suffers. And, and when they dance, it's the ants that die. So we're seeing a situation where 40 years ago, talking about raw material transformation on the continent would have caused us some problems. Some countries could have, some presidents could have lost power saying that we want to transform raw minerals in our country. There was a lot of issues. We can't disacknowledge it, but we have to be politically correct. But today, with the crisis, and in China, the word crisis has the same characters as the word opportunity, right? So in this crisis, there's a unique window of opportunity for Africa. It comes from the fact that, as His Excellency, Mr. Minister, was saying, that you have a total supply chain disruption, and prices of logistics have gone increasingly high. And shipping from Asia and to Africa or to the West has become highly expensive. Beyond that, you have a situation where politically, that's why the concept of friendshoring I like, the United States is putting sanctions and quotas on Chinese production, and us as Africa, we've always had this regulatory framework with AGOA, with the UBE and European Union agreements. Now we have the African Continental Trade Zone, and we're seeing this opportunity where politically it was not good to say Africa is industrializing. Now it's politically friendly, so you can friendshore, and also you can actually be economically viable if you are strategic, like His Excellency Mr. Minister said, and intentional with what industries you go into. And that's where the concept of the value chains in our continent are key. Because with these value chains, if we specifically decide to transform what we produce already and that we export as raw, and we strategically and intentionally decide how far up the value chain we go and target specific markets based on global demand with the supply crisis, then I think that the opportunity is absolutely there for the continent. Thank you. Mr. Arafat, I will be back to you. Mr. Mazo, I know that you will get a lot of questions from the public. Yeah, I'm very certain. Mr. Arafat, as this crisis emphasized the need of more connectivity between the African country, and now I'm talking to the construction engineer that you are, and I make appeal to your experience in road building and big infrastructure projects. As this crisis emphasizes the need of more connectivity and more need for this kind of project between the African countries. It's a very good question you really have raised now. I want to make benefit of the discussions of my colleagues. I think they have raised very nice also points, which I'd like to pinpoint about the lot of solutions
that is regarding to how the African continent can face the crisis consequences. Again, I would like to hint about three figures, which is the first figure is the GDP in the average GDP in Africa have been raised in 2021 after the pandemic, have been slowed down. It reaches about 6%, I think, in 2021, and then it is dropped after the Ukrainian war to 4.1%. Also, the debt to the GDP ratio have jumped, of course, due to the diagnosis or due to the root cause that I have interpreted 15 minutes ago. Now the debt to GDP ratio is jumped to 70% in average to the African continent. Africa is suffering from lack of energy. It's about, I think, 600 million of the African people are under, they have lack of energy. For example, if you compare the USA with Africa, which is, of course, it's a good comparison at all, but we can find per capita, the share of the citizens there in America is about 11,000 kilowatt hour. For the African people, it's about, I think, 550 kilowatt hour, which is, of course, unfair. So this is the main cause that needs a strong push in order to boost these deficiencies that we are suffering as African people. One of the main, I think, is regarding the interconnectivity. Not because I was the Minister of Transportation in Egypt. Besides that, I was the chairman of the Minister of Transportation in the Arab region. Not only this one, but we have a very nice discussion with my colleague before we have entered the panel. When I told them we need to link the landlocked countries, and my friend from Gabon have said we do better prefer to say land links, not landlocked countries, which I like this expression so much here. I want to tell you something. For example, when we look to Africa, we find that the main problem that we have, the agriculture here in Africa, are the capacity of agriculture is not well. Why? Because we are lacking technology and we are lacking interconnectivity. This we are facing after the Ukrainian war because of the deficiencies in the supply of the grains. We have a worldwide problem of grain supply and fertilizer supply, by the way. And fertilizers is directly related to agriculture. So we have a main problem of the supply of fertilizers, a main problem of supplying the grains. If we have a good interconnectivity between the African countries, then we will gonna solve a big problem for a lot of countries, for a lot of the 50 countries in Africa. How this can be done, or how this can be addressed? I think if you want to exploit the fact that Africa is responsible only for about 3% of the carbon emissions all over the globe. And besides, and in the contrary, we are receiving only a very trivial amount of the finance for the green for the green finance all over the globe. This is unfair for Africa, by the way. We are responsible only for 3%. In the contrary, you are receiving the least, or maybe the 3% of the financing of the green financing. This is absolutely unfair. So we need to make a sort of a trade-off. You know, of course, everybody knows quite well what the term trade-off means. In respect of receiving this green finance. By the way, Egypt, after 1 week, will host the COP27. COP27 is the Conference of Parties under the umbrella of the United Nations.
this COP27 will address Egypt, will address this to all the world, that Africa really needs to boost the green finance in order to solve the problem of energy, to solve the problem of food, to solve the problem of poverty, to solve the problem of inequality. This we need to address the globe in order not to help Africa, because really help Africa deserves to be deserves to have the fair finance with respect to this point. So when I speak again back again to the interconnectivity issue, the interconnectivity, I mean with this one, is a corridor of highways, corridor of railways to be operated with electrical multiple units, not diesel, not the diesel one. We want to go green. We want to go green, and in order to strengthen our ability or the potential of Africa to receive the green finance. Okay, so this kind of interconnectivity, for example, if you can make it through Egypt as a gateway to the Mediterranean or to the Europe, or through Morocco as a gateway to Europe as well, to the south of Europe, passing through all the land-linked or not landlocked countries, I think it will have a great potential. So we have to address the developed countries. We need to boost this kind of interconnectivity. This will help us in providing the countries that have deficiencies in greens, that have deficiencies in their storage of grains. By the way, we have Africa is suffering the most countries are suffering from the post-harvest losses, from grains because of lack of storage, of robust storage silos for the grains and for the strategic grains of its products. So very good interconnectivity can compensate all that. Okay. Besides, we need also to boost the ports of Africa, especially the ports that are on the Mediterranean and on the eastern side, that connecting Africa continent with the Far East, the China, because China is, as you have stated, is the factory of the world. So we need also to have robust mega ports with the Mediterranean and in the east, at the east side of Africa, to connect African with the factory of the world in the Far East. Thank you. Mr. Isiche, we know that the level of debt is already very high in the African country. Nevertheless, the ecological energy transition has a cost. What are the tools available for the African country to finance this transition? So there's a cost, like what you mentioned earlier. You talked about the tools, going back to your question. So what I would say in regards to the tools is that there's an intersection between health, the environment, and the economy. Once there's climate change and we have flooding, it affects both the economy and it affects the health landscape. Two, I think you have to look at stronger connectivity. It was mentioned earlier, but most of the informal sector in Africa and the rural sector in Africa are not necessarily connected to the internet, especially fast internet. So we need to figure out how do we close that gap. So that means more broadband technology, more fiber technology to see how we can get down to the last mile. So the person in the village can always get her messages around what's happening around the world, even down to what the price of wheat is today, as he talked about. I think we also need to have more women in leadership roles. I'm a big proponent of that. We need more women. Can women clap, please? So, yeah, I think we need to have more women in leadership roles. Yeah. You know, and I also think in terms of trying to reduce this financing gap,
You also have to think about looking at exploring options like the depths for climate swap. So most African countries are currently going through extreme debt levels, debt servicing levels are pretty high. So the debt for climate swap agreement needs to be scaled across Africa. I know Nigeria has started it, but I think that needs to go into other countries from West Africa, East Africa, even Morocco, pushing that narrative. Morocco is doing a fantastic job in terms of green energy, but that story needs to move further out. And then that, like you mentioned, when we're dealing with the EU or the US or different countries, we need to push that forward. That there is this depth for climate swap deal that we need to really emphasize, which will help our energy transition efforts. Also, when you look at financing, I do believe that we need to also figure out how do we increase gross domestic production, GDP. So we need to figure out scaling up local production and exporting more. So that way Africa becomes part of the African countries become part of the global supply chain. Because our minimum levels are, I think the global supply chain, I think we're almost less than 10%. But we can scale that up to 20, 30%. Because like you mentioned, we have the raw materials here. We have most of these commodities here, in the ground, in the soil. And the truth is, no other continent has that. So figuring out how can we take this, process this, and actually export those, not just export cocoa. No, I'm talking about chocolates too, going out into the world. Then that brings in more growth, more revenue into these countries, and that means that they can spend more and do more, especially financing. So I'm a big proponent of how do we increase gross domestic production? How do we increase our funding levels, even within our different countries? By doing that, we'll borrow less. And then the other element too is that how do we get more partners involved, more of the development partners? I know the Bill and Melinda Gates Foundation is doing some excellent work around trying to help people, even in financial inclusion, think about from a financing point of view. But I think part of that also involves even dealing with our local banks, making sure that our local banks, we can increase the, how do I put this, make sure our local banks can do more than just trading locally. They need to start figuring out how can they take local companies to do more international trade. And that's where the real capital comes in, because capital is coming, most of the FDI flows, when you look at where money is coming in, comes from the more developed countries into countries like ours. So those financial instruments need to be looked at. Even our trade agreements, our bilateral trade agreements between us and other countries, they need to be reviewed again. Because guess what? COVID has shown that everything has changed. So if everything has changed, that means your agreements too must change. And you have to begin to look at what is it, when we're even doing these trade agreements or these financing agreements, is this agreement sustainable? So when the next pandemic comes in, we don't have to go back to the paperwork again. So all this will help reduce some of the funding gaps. And I think lastly is just increase the educational and human development capacity of even those within the countries and even those who are negotiating to understand that when they're negotiating on a global level, it is a global level, it's not a local level. Over. Thank you for your clear answer to the questions. Le temps des questions directes aux panélistes est maintenant terminé, enfin, du moins de ma part. Moi, j'ai suffisamment travaillé, donc je vais vous demander de m'apporter un peu d'aide. Donc nous allons donner la parole au public pour prendre des questions s'il y en a. Même si vous êtes dans mon dos, vous pouvez poser des questions aussi. Donc je vais prendre une première série de 2 questions. Je vais demander à la personne qui pose la question de se présenter et de dire spécifiquement à qui la question est adressée. Je vois une question là. Derrière moi, pas de question? Oui, merci beaucoup. Je suis Moubarak Lo du Sénégal, je suis conseiller du Premier ministre. Ma question s'adresse au ministre Riyad Mezour, que je félicite pour le brillant exposé. Félicitations pour le Maroc, malgré ce contexte difficile de diversifier ses exportations et d'avoir beaucoup plus de marchés, malgré la baisse de la conjoncture en Europe. Maintenant, en termes de perspective dans cette situation difficile, quelles sont les pistes que vous imaginez pour le futur? Parce que bon, vous êtes un pays qui est
un peu pris en tenaille entre les pays les plus avancés parce que vous compétissez avec les meilleurs au niveau mondial, mais en même temps, vous avez les autres pays en développement qui viennent, qui investissent également des créneaux où vous êtes aujourd'hui, comme l'assemblage automobile. Donc, quel positionnement futur pour le Maroc? Merci. Comme c'est la seule question pour le moment, puisque je sais que d'autres vont arriver, je propose que vous répondiez directement. Je vous remercie. Ah, il a décidé de ne pas marcher. Je vais prendre le vôtre. Il remarche. L'ingénieur du son est très agile. Merci. Alors, très bonne question. Très bonne question qui inspire une réponse extrêmement rapide et aussi précise que la question. Le Maroc n'est pris en tenaille par personne et ne sera jamais pris en tenaille par personne. Le Maroc, on considère au niveau de l'industrie qu'on est une industrie extrêmement agile, extrêmement têtue et extrêmement ambitieuse. Vous avez parlé d'assemblage automobile, ça fait longtemps qu'on ne fait plus que de l'assemblage. Nous avons décidé d'être la plateforme industrielle automobile décarbonée la plus compétitive au monde. Et pas décider de le faire en 2040, décider de le faire en 2025. Aujourd'hui, nous avons une plateforme industrielle qui est la 3e au monde en termes de compétitivité, avec un taux d'intégration de 64%. Ça veut dire 64% des pièces ou de la valeur des pièces d'un véhicule sont fabriquées localement, dans 250 usines. Et donc, on se veut athlète de haut niveau dans tout ce qu'on cherche à faire. Les meilleurs au monde. C'est aussi simple que ça. Donc nos perspectives, c'est de rester les meilleurs au monde, de devenir encore plus forts, de faire d'accompagner cette fameuse transition de la mobilité sans rentrer, bien évidemment, être leader. Sa Majesté a toujours été aux avant-postes au niveau du développement durable, au niveau des engagements du Maroc. Quoi qu'il en a coûté, nous avons fait des paris forts qui se sont avérés extrêmement judicieux aujourd'hui, mais nous ne les avons pas faits pour être compétitifs. Nous les avons faits parce que nous y croyons. Et aujourd'hui, nous les faisons aussi parce que ça nous rend plus forts et ça nous rend plus compétitifs. Donc, une seule question, une seule réponse. Aujourd'hui, on veut rester au top niveau, rester à la première place, atteindre la première place et y rester pour longtemps. C'est aussi simple que ça. Une autre question dans le public. Ah, madame. Bonjour. Ça marche ou pas? Ouais. Donc j'ai une question pour Monsieur Van Vetter. Vous pouvez vous présenter, madame? Oui, donc je m'appelle Oumnia. Je suis la Managing Director de Brussels Global Review. Et d'ailleurs, je serai dans le prochain panel, donc restez. Donc j'ai une question pour Monsieur Van Vetter. Comment est-ce que la Belgique peut se positionner comme un partenaire stratégique pour le développement durable en Afrique? Je sais que vous avez parlé du know-how, notamment dans des secteurs comme l'industrie, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être aussi pour les énergies renouvelables ou d'autres industries? Merci. Merci, voilà. C'est une excellente question, merci. Dans la transformation de l'agence Enable, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'amène plus uniquement notre propre expertise en tant qu'agence, mais on amène ce que j'appelle l'expertise belge ou même l'expertise européenne et je dirais même aussi l'expertise africaine. Donc on se positionne comme un hub d'expertise. Et donc, on a regardé qu'est-ce que la Belgique peut offrir en fait à l'Afrique. Et dans des partenariats d'égal à égal, je pense que les partenaires ici vont demander, quand j'entends ici l'ambition qu'il y a au niveau du Maroc, vous allez demander le meilleur. Et donc nous, on doit être en capacité de... On est même prêt à donner le meilleur. Exactement. Mais d'ailleurs, on travaille avec le Maroc sur la coopération triangulaire d'ailleurs. Donc on le fait déjà. Et donc on l'a fait sur l'industrie pharmaceutique. La Belgique était... Enfin, un hub de l'industrie pharmaceutique avec le vaccin Covid a été développé en Belgique, comme vous le savez, le premier.
Et donc, c'est ça qu'on peut offrir, c'est tout l'écosystème de l'industrie, ce que ce soit au niveau de la régulation, de la formation, du secteur privé, des scientifiques, eh bien, c'est tout ce hub-là. Au niveau de l'énergie, c'est la même chose. Si on regarde l'hydrogène, la production d'hydrogène, on parle de l'électrique, mais il y a aussi tout l'hydrogène. Si on veut de l'hydrogène vert, il faut de l'énergie solaire en grande quantité. L'énergie solaire se trouve ici sur le continent. L'électrolyseur, la technologie pour transformer, enfin pour faire l'hydrogène, il y a une société belge qui est leader mondial dedans. Et je pense que c'est ça qu'on doit amener comme expertise et pas uniquement, je dirais, des conseils, mais vraiment d'amener l'expertise industrielle qui est disponible dans nos pays et de le faire dans un partenariat win-win, c'est-à-dire qui permettra de développer et d'avoir une énergie renouvelable ici en Afrique, qui permettra de répondre aux ambitions qui existent sur le continent, mais aussi de répondre à nos propres défis qui sont aussi des défis énergétiques. J'ai tendance à dire tous les pays sont en développement. Je pense que l'expression pays en développement n'a plus de sens. Dans les crises auxquelles on fait face, en fait, on est tous en développement, on doit tous s'adapter. Et je pense que notre secteur de coopération-développement doit changer de terminologie. L'Union européenne l'a fait en rebaptisant la Direction Générale Développement, en la rebaptisant Partenariats Internationaux. Et je pense que c'est dans cette perspective-là qu'on travaille. Sur ce qui avait été adressé, la finance climatique, l'accès à la finance climatique, même chose. Vous avez dit que c'est seulement 3% de la finance climatique. En fait, l'argent n'est pas le problème dans le développement. Il y a énormément d'argent. Pas seulement de l'argent des acteurs classiques de développement, mais quand je vois le secteur privé ou les grandes fortunes ne savent pas quoi faire avec leur argent. Et je pense qu'on doit faire aussi, c'est travailler sur les perceptions. Je pense qu'il y a encore une perception du risque dans les pays africains qui est trop élevée. Et je pense qu'on a un rôle aussi à jouer en travaillant dans une logique de partenariat pour diminuer cette perception du risque et inciter plus d'investissements dans des pays de la région. Voilà, donc, mais le gros changement pour nous, c'est vraiment un paradigm shift, de ne plus faire de la coopération-développement, mais de faire de la coopération tout court pour résoudre ensemble nos défis globaux. Monsieur. Bonjour, Denis Larona, membre du conseil de Tomorrow Foundation. J'avais une question pour Monsieur Soleiman. Alors, notre fondation a la conviction que la digitalisation de l'économie, l'accès aux technologies doit être inscrite au cœur des politiques africaines. Et je voulais savoir, selon lui, quelles étaient les clés du succès dans ce domaine pour le continent. Sound engineer, yes, perfect. I think that's a fantastic question, and it raises some key fundamental elements that we did not cover maybe in the solutions and the opportunities towards the crisis. And that's where I join again His Excellency Mr. Minister in the fact that today the development of know-how in the sectors such as coding or transfer of entrepreneurial skills, because today a coder in this new digital economy, everybody is like a standalone entrepreneur and working in a globalized economy where through Fiverr somebody from Nigeria can respond to a workload that's being asked in Bangalore, in Eastern Europe, or in the United States. And I take this opportunity to congratulate the work you are doing with Future Africa, with Mr. Ian Aboyoji, who's a fantastic tech entrepreneur on the continent, two-time unicorn builder from Flutterwave, Andela, and now moving on to Move. And what he has built with a company like Andela, where they have now 100,000 plus coders in the continent that are now working for the likes of Amazon, Facebook, Google, out of Nigeria, Ghana, and Rwanda hubs. So I think that that is the key element, and certain works of building financial literacy at the basis, which is where Africa, we're lacking, as the Junior Achievement Foundation is doing, straight from elementary to high school, to transfer this knowledge in an open classroom, self-learning environment. And I do believe in that model, because that's the only solution for Africa, is for people to have access to cheap data so that they can be able to self-educate and specialize themselves in the things that are needed so that they can be strategic and intentional at the community level. There's one other element I wanted to talk about, is the creative industries. I think that
3 million jobs created per year on the continent with industrialization basically on average, and 12 million new people coming to employment. We can do everything we talked about, industrialize, we will never be able to meet this. But like I said, whenever there's an element of opportunity, we have to seize it. And this year, there's 22 African artists, it's in the history of Africa, it never happened, that have been Grammy nominated. And for the first time in markets like Nigeria, South Africa, African creation and content, particularly in music with the Afrobeats movement, has generated more export revenue than cotton, cocoa, and coffee put together. So, now, this is a miracle. The talent of Africa has done it on its own. But is it normal that all the revenue comes only from exports? You have the likes of Wizkid, #1 song in the world on Billboard. You have the likes of Burna Boy, Davido, Mr. Easy, and girls like Thames who have the #1 record in the world. Now, it's not, Africa is on top of the world. I mean, in front of a lot of musical genres, but they're not generating revenue on the continent. And this is where their music is firstly consumed. Why? Because somebody's unintentionally robbing them. And those are the telco companies. And I'm taking the advantage of being with honorable ministers of very powerful countries. Morocco has a young producer called Red One that has dominated global production scene and generated so much revenue. He's not collecting on the continent. Because on the continent, there's $600 billion worth of data mobile revenues by 2025, and I'm sure that data revenue is not the PDFs that we are sending to each other, it's the music, it's the content by our comedians, it's the digital creation that is generating this data revenue, which the telcos are keeping for themselves and not sharing with our creative industries. So I would like to take this chance and mentioning Davido, wishing him condolences. He lost his son 3 days ago. He's a global African icon. The heaviest coffins are always the smallest to carry. So I want to pass that along. But saying that our youth is digital, our youth is tech, our youth is creative, and our youth needs to be sustained and supported so that they can generate, because there's no Africa Continental Trade Zone without the movement of digital goods and content before physical goods. Thank you. Madame. Bonjour. Il arrive. Bonjour. Je vous remercie pour vos interventions. C'était très enrichissant. Je suis Imel Bnihiati, je suis étudiante en prémaster à l'ISCAE. Ma question est adressée à monsieur... En prémaster, où ça? À l'ISCAE, l'Institut supérieur des commerces et de l'administration des entreprises. D'accord. Donc ma question est pour monsieur Mzour. Quelles sont les mesures d'accompagnement que vous envisagez en faveur des entreprises marocaines, surtout les PME, dans le contexte actuel, surtout que la vraie crise n'a pas vraiment commencé? Merci. Alors, je vous remercie pour votre question, et pour ceux qui ne le savent pas, l'ISCAE est une super business school de niveau international. Et par rapport à votre question, il y a une kyrielle de mesures. Alors, il y a plus de mesures et de budgets que de projets. Donc, faites des projets. Aujourd'hui, on a des mesures de subvention qui vont jusqu'à 30% du CAPEX. Je vais même jusqu'à subventionner 80% des études pour les brevets, 60% pour les formulations et pour les prototypes. 60% pour les formulations et les prototypes. Donc il y a une kyrielle de mesures d'accompagnement. Ça, c'est pour les subventions. Après, il y a des financements bancaires avec tout le projet Intelaka et des financements bancaires qui vont jusqu'à un peu plus de 100 000 euros par projet. Il y a un accompagnement aussi avec Força pour jusqu'à 10 000 euros par projet pour les petits projets. Donc des accompagnements, il n'y en a pas. Je vous répète, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'ambition. C'est une question de volonté. C'est une question de travail. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Soleiman tout à l'heure, il faut qu'on arrête de penser raw materials. Il faut qu'on arrête de penser on a de la richesse dans nos sous-sols ou dans nos sols. C'est fini. La valeur de toute la richesse qu'il y a en RDC, avec tout le respect que je vous dois dans le sous-sol, est moins importante que la valeur d'Amazon qui a été pensée dans un garage.
la valeur de toute la richesse du sous-sol de la RDC est moins importante que la valeur boursière d'Amazon qui a été pensée dans un garage. Donc aujourd'hui, notre vraie richesse, elle est dans le cerveau de nos jeunes. C'est là qu'elle est, et c'est celle-là qu'il faut valoriser. Monsieur? Hello. So my name is Hisham Zaid. I'm CEO of Ada Life. It's a software development company based in Morocco but operating worldwide. My question is, so far from COVID, we learned that we were forced to rely on technologies to move with life. This reliance on technologies leaves people to be more creative because technologies automate most operations of people's lives, so leaves room for creativity. However, automations get rid of a lot of jobs because of bureaucracy. You know, bureaucracy, there's jobs that his whole life is just to stamp a paper or move one thing from another. So technologies gets rid of a lot of jobs that a lot of people are reliant on. So sometimes we're trying to advance using technologies, but we have an outcry of a lot of people losing their jobs. How can we cope with advancing through technologies, but at the same time, trying not for a lot of medium and low income people to lose their basic jobs, which technology will replace? And to whom your question is addressed? To His Excellency Mr. Mzour. Mzour. Mzour is another political party. Mzour, sorry, excuse me. I knew that you got a lot of questions. Yeah, but Mr. Minister wants to answer too. But I will just give you an overview of what happened in the history of humanity. More progress, more jobs. More technology, more jobs. More technology, more wealth creation. And every time we have a new technology, we are having the same question in the history of humanity. You can go 4th century before and see, oh, what's impression will change, will kill jobs. But it creates a lot of more jobs. It creates more content. It creates more people, more artists. It creates more wealth and more jobs. Do not be scared of shifting technology. Push it to the end and to the maximum. It creates wealth and jobs. Exactly. Please go ahead. Hisham, what you have raised is a very nice question, really, because I always kept to hear these questions from in Egypt or even in the Arab region here. We shouldn't be scared, as His Excellency have stated here, of course, because shifting to digitalize, this is what what we need to transform the Arab continent, the African continent. Green structure transformation, inclusive structure transformation, and resilient structural transformation. So to be inclusive, regarding the inclusive structural transformation, it will be done only by technology. So we have to transfer to technology to create new jobs, not to get rid of jobs, no. Because creating new jobs is function of revenues. So if you increase the revenues, you will succeed to create new jobs. So this is the formula that we are facing. You understand me? So this is the formula, and we have to keep our eye on the success of this formula. Otherwise, we will stay as is. And this will be never acceptable for Africa. Never acceptable for Africa. As our colleague stated, we want to shift from a local raw material product to a factory of the world. Why not? We have to dream, like China. China is, why not? We have the potential, really. We have the potential is here, is in the African continent.
But we have to take care about the education that we will speak. I will be a participant in the investment education, and I want to keep the speak about the education and the investment educations for tomorrow. And of course, the vocational training that can be, we can get the help from our friends or from our the world financial institutions like the EU in this kind of this field. You understand me? Please don't scare. And we want real empowerment for our youth, and we want to the youth to be engaged in the policy makers and the policy decisions. And this is, I asked our moderator before the panel, is to have a political commitment to the African governments to empower the youth in this context. Thank you. Can I have something? Yeah, perfect. Thank you, engineer. Your question is very inspiring. We will have more jobs, more revenues, more wealth. / we have to take care of the weaker. And there we come back to the social nets. So this shift needs to provide more security, more capability to help the weaker. So more solidarity. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre session. Donc, je vais prendre une toute dernière question du public. Et après cette question, nous allons arriver à la conclusion. Ouais. Alors, et moi qui ai demandé les questions au début, il n'y en avait pas. Et c'est maintenant qu'il reste 2 minutes que tout le monde en a. Alors, je vais prendre 2 questions. Et comme on n'avait pas de femmes sur le panel, je vais prendre 2 dames. Je prends madame ici à ma droite. Et je prends madame là-bas. Vous n'êtes pas une dame, hélas. Non, on n'a plus que 2 minutes. Donc, je vous demande à ce que les questions soient courtes, précises, afin qu'on puisse aller à la conclusion. De toute façon, le forum Meddays ne se termine pas, puisqu'on a des espaces de networking et de discussion qui sont ouverts tout autour du chapiteau. Donc, et les panélistes restent accessibles. Donc, Meddays ne termine en réalité jamais. Je prends donc les 2 dernières questions. Alors bonjour. Non, j'avais dit. Oui. D'accord. Alors bonjour, je suis Amina Jamal, étudiante en master à l'ISCAE Rabat, et aussi j'occupe le poste de responsable de la coopération internationale au sein du think tank Youth Policy Center. Et pour cela, j'aimerais poser une question à Monsieur Mezzour. Votre Excellence, vous avez dit que aujourd'hui, ce n'est plus question des moyens, mais d'ambition. Oui, on croit tous que l'ambition reste un facteur important pour former une stratégie sur le long terme, mais quels sont vraiment au court terme et dans cette situation-là et ce contexte-là les axes d'action qu'on peut prendre en tant que jeunes impliqués dans la transformation non pas énergétique ou juste climatique, mais aussi une transformation sociale que nous vivons les dégâts aujourd'hui. Et comme deuxième question... Madame, je prends une question. On n'a plus beaucoup de temps. C'est déjà pas mal. Oui, madame, je prends la question tout de suite. Elle est adressée à monsieur de Enable? D'accord. Est-ce qu'on peut donner un micro à madame? Alors, bonjour, je m'appelle Oumaima El Heshimi, étudiante à l'EMC, École marocaine des sciences d'ingénieur. Alors, j'aimerais juste savoir votre opinion en ce qui concerne le Marocain Monsieur Fawzi Nejjah, qui a inventé la première voiture qui roule avec l'hydrogène. Est-ce que vraiment l'Afrique peut-elle devenir le fer de lance de la fabrication des véhicules propres? Merci. Monsieur le ministre. Alors, une fois qu'on a dit qu'on avait les moyens avec les systèmes d'accompagnement de tout genre, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes de coaching, que ce soit en termes de mentorat, que ce soit en termes de prise en charge, que ce soit en termes d'opportunités qui sont exposées de part et d'autre, après, il vous faut travailler un petit peu. Essayer d'identifier les opportunités, essayer de regarder à quoi votre entreprise ou votre projet peut être utile. Et c'est ça
le plus important dans un projet entrepreneurial ou dans un projet tout court, c'est chercher qu'est-ce qui vous tient à cœur. Cherchez qu'est-ce que vous voulez changer. Cherchez quelle valeur ajoutée vous voulez apporter à votre environnement. Si c'est une valeur ajoutée privée, si c'est une valeur ajoutée familiale ou de confort, il y a différentes voies, donc rentrez dans le projet de quelqu'un d'autre. Ça veut dire, cherchez à être salarié. Si vous avez une ambition ou un projet social, montez un projet social et vous trouverez des gens qui vous accompagnent. On en trouve toujours. Si c'est un projet lucratif, entrepreneurial, avec une idée qui transforme, avec une idée qui vous transcende à vous, qui s'inscrit dans une mission, vous trouverez aussi des gens qui vous accompagnent si vous mettez le travail. Alors, c'est pas facile. La vie d'un entrepreneur n'est facile nulle part. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est comme c'est difficile au début, on élimine naturellement ceux qui ne sont pas de vrais entrepreneurs. C'est une sorte de darwinisme de l'entrepreneuriat. C'est tellement compliqué que celui qui n'arrive pas à résister à 1 million de fois non pour attendre le premier oui, n'est pas un vrai entrepreneur. Donc encore une fois, il n'y a pas de cadeau dans la vie. Je vais vous mentir en vous disant le contraire. Il n'y a pas de cadeau dans la vie, encore moins pour votre génération. Il faut vous battre encore plus. On met en place les outils qu'il faut, mais ça ne veut pas dire qu'on va vous créer votre entreprise, ça ne veut pas dire qu'on va vous ramener vos clients, on va faire le maximum pour vous aider, mais c'est à vous de faire le gros du boulot. C'est aussi simple que ça. Monsieur Van Wetter, oui. Vous avez l'occasion de conclure parce que le temps est déjà imparti. Ouais, mais je vais conclure sur note optimiste, mais oui, effectivement, moi je crois énormément à l'avenir ici. J'ai vécu 15 ans à l'étranger, je suis rentré en Belgique il y a 6 ans, et quand je suis rentré en Belgique, j'étais presque déçu parce que je voyais un niveau. J'ai vécu en Tanzanie juste avant de rentrer en Belgique et le niveau d'innovation en Tanzanie était, je pense, supérieur à certains niveaux à ce que j'ai pu voir en Europe. Vous avez ici, sur le continent africain, le pouvoir de la jeunesse, et ça a été dit, le pouvoir des talents et le pouvoir de faire du leapfrogging, c'est-à-dire de passer une étape. Et donc, que ce soit pour la transition énergétique ou même chose pour les questions d'inégalité sociale, pour le modèle social, vous devez le créer, en fait, et vous avez un potentiel énorme, puisque vous avez la jeunesse, et vous êtes né dans le monde digital. Alors que l'Europe a une population qui est plus vieillissante et qui doit s'adapter à un changement de contexte. Donc oui, moi je vais être très optimiste par rapport au rôle que vous avez ici. Sous la transition, sous toutes les crises qu'on a mentionnées, l'avenir est clairement ici. L'Afrique comptera 4 milliards d'habitants, 40% de la population mondiale en 2100. Et une grosse partie de l'avenir de la planète se fera ici. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de notre session. Elle a rappelé combien le monde est confronté à plusieurs crises de différentes dimensions, mais qui ont tendance à se répéter de plus en plus rapidement. Ces crises font apparaître des difficultés sous-jacentes en matière économique, en matière d'inflation, mais aussi la nécessité de revoir toute une série de modèles sur lesquels le monde s'appuie depuis des siècles. On a donc des risques humanitaires, démographiques, sanitaires qui accompagnent ces crises, mais qui n'en laissent pas moins certaines opportunités justement pour repenser ces modèles. Dans ces opportunités, il y a la possibilité pour l'Afrique, si elle a des projets compétitifs, de se positionner sur les chaînes de valeur mondiales. Il y a l'opportunité de la digitalisation. 40% de la population africaine a moins de 25 ans aujourd'hui, et comme vient de le dire le directeur d'Enable, c'est une population qui ne doit pas apprendre la technologie puisqu'elle est née dans la technologie, et l'Afrique a montré aussi, doit aussi profiter de ces crises pour montrer sa capacité à construire des systèmes résilients en matière financière, en matière sanitaire et en matière d'approvisionnement. Cette démonstration de résilience passe par un renforcement des compétences,
par la finance verte, mais aussi par l'interconnectivité, qui est sans doute le meilleur moyen d'assurer une prospérité partagée. Je remercie tous les panélistes pour leurs interventions précises, claires, et le public pour ces questions qui sont plus arrivées à la fin qu'au début, mais on va faire avec. On va remercier notre cher modérateur que je vous demande d'applaudir, notre ingénieur du son qui est très réactif et nos traducteurs.